Bien, chers collègues, nous allons commencer. Monsieur le Président, chers collègues, 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de notre réunion de ce matin. Nous entendrons d'abord Monsieur Luc Rémond, président directeur général du groupe EDF, puis Charles Fournier et Sandra Marceau nous présenteront leur rapport d'information sur les incidences du déploiement des grands entrepôts logistiques. Monsieur le Président Raymond, votre audition intervient quelques jours après celle d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, que nous avons reçue le 29 novembre dernier. Ces 2 auditions ont pour objet principal de nous permettre de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'accord trouvé entre le gouvernement et EDF sur les grandes lignes du nouveau mécanisme de régulation des prix de l'électricité d'origine nucléaire qui doit succéder à l'accès régulé de l'électricité nucléaire historique, à savoir l'AREN. La ministre nous a indiqué que cet accord établirait un juste équilibre entre 3 impératifs: le maintien de la compétitivité de notre industrie, la stabilisation des prix pour les ménages et la capacité d'EDF de poursuivre son développement et ses investissements. Monsieur le Président, partagez-vous cette appréciation, notamment en ce qui concerne la couverture de vos investissements? Et puis, s'agissant de la préservation de la compétitivité de nos entreprises, et plus particulièrement des électro-intensives, pourriez-vous nous fournir des explications peut-être un peu plus détaillées sur les contrats de partenariat de long terme, je crois savoir à peu près 5 ans, que cet accord vous autoriserait à proposer à la fois pour les gros, mais peut-être aussi pour les moins gros? Pouvez-vous rassurer nos chefs d'entreprise qui expriment une demande de prévisibilité? Dans un monde où la localisation des industries est fortement guidée par le prix de l'énergie, il est essentiel que nos entreprises puissent disposer d'un tel atout. Monsieur le Président, sans plus attendre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre invitation. Mesdames et Messieurs les députés, bonjour et ravi d'être parmi vous pour évoquer ces sujets qui sont essentiels pour notre énergie et donc notre économie. Je vais peut-être commencer en quelques mots par vous parler de la situation opérationnelle d'EDF et du passage de l'hiver, puisque nous sommes au début de l'hiver. Évidemment, vous avez tous en mémoire le passage de l'hiver dernier, qui était critique et difficile. Je suis heureux de vous dire qu'après un énorme travail de l'ensemble des équipes d'EDF et de l'ensemble de la filière industrielle qui travaille avec nous, nous abordons ce nouvel hiver avec beaucoup plus de sérénité, grâce à une maîtrise du problème de corrosion sous contrainte auquel nous avons été confrontés depuis le début de l'année 2022, et une accélération industrielle de son traitement. Nous avons à aujourd'hui 44 gigawatts de production nucléaire en production, avec un disponible de 45. J'ai regardé ce matin, à 4 heures du matin, nous avions 18 gigawatts excédentaires par rapport aux besoins du pays, dont 2,5 étaient sous forme de stockage, le reste sous forme d'export. Ça donne simplement la mesure du retour à une disponibilité qui est équivalente désormais à ce que nous avions avant le phénomène de corrosion sous contrainte, même s'il nous reste évidemment à continuer d'améliorer la disponibilité du parc dans le temps, en continuant de travailler sur la pérennisation de nos activités. Mais ça se fait désormais dans le cadre de la programmation naturelle et normale de la maintenance du parc. Nous avons également une forte disponibilité de l'hydroélectricité. Toute la pluie qui tombe remplit les lacs, et donc nous avons un niveau de remplissage hydroélectrique qui est supérieur à la moyenne sur cette année, ce qui concourt également à la disponibilité pour le passage de l'hiver. Et enfin, le niveau de consommation électrique reste faible, puisque l'effort de sobriété est maintenu de la part de l'ensemble de nos concitoyens à un niveau estimé de 8 à 9% par rapport aux consommations des années précédentes. Voilà, tout ceci concourt donc au fait que nous puissions passer l'hiver, aborder l'hiver avec sérénité, même si évidemment l'attention à la fois opérationnelle sur le fait de produire dans les temps et dans les bonnes quantités et sur la sobriété reste maintenue. Nous serons au rendez-vous de l'objectif de production que nous avions fixé pour cette année dans la fourchette de 300 à 330 TWh. Alors, pour revenir sur votre question principale, Monsieur le Président, sur l'accord conclu avec le gouvernement sur le futur de la régulation des prix, en tout cas pour ce qui concerne la production nucléaire d'EDF, eh bien, je voudrais d'abord dire qu'il nous fallait inventer quelque chose de nouveau, parce que le système dans lequel nous sommes depuis 2012
J'avais eu l'occasion de le dire dès ma première audition devant votre commission pour l'audition article 13, ce système était à bout de souffle. Il était à bout de souffle pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fondant une part importante de la formation des prix sur une décision de prix administrée portant sur, en réalité, les 2/3 de la production nucléaire d'EDF, cela fixait des conditions économiques pour EDF qui n'étaient pas soutenables dans la durée. Et la deuxième, c'est que l'apparence de protection que donnait l'ARENH sur les prix de l'électricité, en réalité, comme l'ARENH laissait une grande part d'exposition à l'évolution des prix de court terme, des prix spot de court terme de marché, en fait, la protection pour les clients n'était pas suffisante face à un phénomène tel que celui que nous avons rencontré depuis 2022, qui est une explosion généralisée des prix de marché consécutifs à la guerre. Donc, le système était arrivé à bout de souffle, il nous fallait inventer quelque chose d'autre, et c'est cela qui a pris un peu de temps. Et nous avons travaillé main dans la main avec évidemment le gouvernement, mais également avec les parties prenantes industrielles que vous citiez, pour trouver le meilleur dispositif possible qui nous permette d'atteindre les objectifs que vous avez cités, c'est-à-dire la compétitivité pour l'industrie, la stabilité pour nos concitoyens particuliers, et puis évidemment la nécessité essentielle pour EDF à ce stade d'investir à nouveau pour être capable d'assurer une fourniture pérenne d'électricité. Alors ce dispositif, tel que nous l'avons conçu et qui a fait l'objet d'un accord, il repose sur des principes qui sont assez simples. Le premier principe, c'est que dans la droite ligne des discussions européennes qui sont en cours et qui tirent toutes les leçons de la crise énergétique que nous traversons, nous tirons d'abord le commerce vers le long terme. Et tirer le commerce vers le long terme, c'est essentiel pour aller vers la stabilité. Je vais illustrer mon propos en disant que depuis le mois de septembre, EDF a pris l'initiative de vendre de l'électricité aux horizons de 2027 et 2028. Ça n'était pas fait jusqu'à présent. Et en partie, le dispositif de l'ARENH nous désincitait à faire ça. En vendant notre électricité en 2027 et 2028, nous formons des prix d'électricité qui sont entre 68 et 78 euros du mégawattheure pour ces 2 années-là, et donc très très en dessous des prix de cette année et de l'année prochaine. Alors qu'il n'y a aucune certitude sur le fait qu'en 2027 et 2028, nous serons sortis de la crise ukrainienne, par exemple. Mais le fait de vendre à cet horizon de temps qui est long, naturellement fait converger les prix vers une estimation qui est faite par les acheteurs comme par les producteurs de ce que sont les conditions normales de l'économie. Donc le seul fait de tirer long, dans l'électricité comme dans tous les marchés de commodités, amène à une convergence naturelle vers les fondamentaux de l'économie de l'électricité. Et donc nous sommes d'ores et déjà, quand nous vendons de l'électricité à cet horizon de temps, nous sommes d'ores et déjà dans des gammes de prix qui sont autour du fameux 70 euros du mégawattheure en moyenne, qui est l'estimation des prix sur lesquels nous pouvons compter sur le moyen terme comme étant une référence stable. Donc c'est le premier élément, c'est le commerce de long terme et le premier facteur de stabilisation. Et ce facteur de stabilisation, il est bon pour les clients parce qu'il donne de la stabilité sur leurs conditions d'accès à l'électricité, mais il est également bon pour le producteur et l'investisseur qu'est EDF, puisqu'en ayant cette visibilité à long terme, EDF est capable de compter sur davantage de stabilité sur ses conditions de ressources et donc de s'engager davantage sur des conditions d'investissement. Donc c'est le premier élément. Cet élément n'était pas suffisant, évidemment, puisqu'il fallait donner à nos clients, à nos concitoyens, des garanties en cas d'évolution structurelle du marché, sur lesquelles, évidemment, ni EDF, ni même l'État n'a de prise, puisque nous sommes dans un marché européen qui peut, lui aussi, à nouveau, subir des aléas importants. Et donc c'est pour faire face à ce type d'évolution que nous avons conclu un accord sur des conditions à partir desquelles les revenus d'EDF seraient captés par l'État pour pouvoir être redistribués directement aux clients afin de les protéger en cas d'évolution structurelle des prix vers le haut. Et donc c'est ce qui nous a conduit à un premier seuil de captation estimé à 78 à 80 euros du mégawattheure de 2022, au-delà duquel 50% des revenus excédentaires au-delà
de ces seuils serait capté par l'État pour être redistribué aux clients directement, que les clients soient des clients d'EDF ou des concurrents d'EDF, bien sûr. Et puis un deuxième seuil, au-delà de 110 € du mégawattheure, au-delà duquel 90% des revenus qui seraient dégagés par le parc historique d'EDF seraient captés pour être redistribués aux clients. Et donc ce dispositif-là, il est protecteur, et il est plus protecteur que l'Arenh en cas de prix haut, puisqu'il capte la totalité des revenus générés par le parc historique d'EDF, et pas seulement une partie. Donc le dispositif, il est fait d'un commerce de long terme qui permet de lisser naturellement les prix et de les faire converger vers la réalité économique de l'électricité en donnant à la fois de la stabilité pour les clients et une capacité d'investissement pour EDF, et puis d'un dispositif protecteur qui vient compléter le commerce de long terme pour protéger les clients en cas de hausse structurelle des prix. Voilà comment ce dispositif est conçu. Alors pour revenir sur vos questions, Monsieur le Président, notamment sur l'industrie, eh bien, nous parlons aujourd'hui de gammes de prix à horizon 27-28 qui sont très très nettement inférieures à ce que payent aujourd'hui les entreprises, quelle que soit leur taille. On parle à peu près de la moitié de ce qu'elles payent, voire même moins de la moitié, puisque sur l'année 2023, qui est une année évidemment exceptionnelle, la plupart des entreprises payent plutôt entre 200 et 300 € du mégawattheure la fourniture d'électricité. Et ceci, c'est simplement le résultat de l'explosion des prix de court terme consécutive de la crise en Ukraine. Donc, naturellement, nous allons converger vers des prix beaucoup plus faibles pour les entreprises. Le deuxième phénomène que je voudrais souligner, c'est que depuis que cet accord a été annoncé, évidemment, le fait que nous ayons annoncé qu'il y aura à cet horizon de temps 26, 27, 28 beaucoup plus d'électricité disponible de façon marchande, ça a détendu considérablement la perspective de la demande d'avoir la disponibilité de l'électricité. Cela a contribué en tant que tel, ce n'est pas le seul phénomène, mais ça a contribué à détendre les prix de plus de 10% depuis que l'accord a été annoncé. Et ça a contribué à un autre phénomène, c'est que le prix français est repassé en dessous du prix allemand sur ces horizons de temps. Donc aujourd'hui, sur ces horizons de temps, nous avons 10 € d'écart par rapport au prix allemand sur cet horizon de temps. Donc l'ensemble de ces éléments, la disponibilité de l'électricité pour être achetée de façon marchande par les entreprises notamment, et sur le marché de gros, et puis le fait que nous donnions la clarté sur la disponibilité de l'électricité à cet horizon de temps, contribue à détendre les prix. Et naturellement, EDF va s'engager massivement, et déjà engagé massivement, pour commercer à long terme, que ce soit avec les clients ou avec les fournisseurs d'électricité que nous considérons comme des clients, bien sûr, que nous fournirons sur le marché de gros. Voilà les éléments principaux. Ensuite, il y a des situations évidemment particulières de certains types d'entreprises ou certains types de clientèle que nous allons évidemment adresser de façon spécifique. Vous avez mentionné les électro-intensifs. Les électro-intensifs, évidemment, peuvent avoir des besoins qui ne sont pas traités par ce marché de 5 ans, parce qu'ils ont besoin d'horizons d'encore plus long terme pour déterminer leurs conditions d'investissement et pour déterminer leurs conditions de compétitivité à plus long terme. Donc pour les électro-intensifs, nous avons une approche partenariale dans laquelle une entreprise peut vouloir souhaiter passer un accord de quasi-co-investissement avec EDF pour obtenir finalement un droit de récupération de production qui est presque équivalent à ce qu'ils auraient s'ils avaient investi dans une capacité de production électrique. Et ça leur donne accès à une électricité qui est encore plus compétitive parce qu'elle se rapproche des conditions d'un producteur d'électricité. Et donc nous avons des discussions avec un certain nombre d'entreprises qui sont fondées sur ce type d'approche partenariale et qui avancent bien. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. Dernier mot sur les particuliers, qui était votre troisième question. Nous avons évidemment eu le souci dans toute cette discussion de pouvoir assurer la stabilité des prix pour les particuliers. Alors sur 2024 et 2025, nous sommes toujours sous le régime ARENH. Et donc le tarif réglementé de vente, évidemment, sera maintenu au-delà de l'horizon 2025. Il sera même étendu, comme l'ont annoncé les ministres, aux très petites entreprises au-delà de 36 kVA, qui était un des seuils techniques
qui ne permettait pas à certaines très petites entreprises de pouvoir accéder aux conditions du tarif. Donc ça sera étendu à l'ensemble des très petites entreprises, en parfaite conformité avec ce que prévoient les textes européens. Et donc les conditions de ce tarif seront maintenues au-delà de 2026. Sur 2024 et 2025, les conditions du tarif relèvent toujours de l'application du régime ARENH. Au-delà de 2026, nous aurons évidemment le même phénomène de lissage qui permettra de faire rejoindre sans couture le dispositif actuel et le dispositif futur, avec une stabilité des prix pour l'ensemble de nos concitoyens au-delà de cet horizon. Voilà l'objectif qui a été poursuivi dans cet accord et sur lequel nous sommes engagés chez EDF à faire en sorte que cet accord réussisse. Dernière question sur les investissements. Est-ce que cet accord nous permet d'investir ? Je vais vous dire la même chose que ce que je dis aux équipes d'EDF. C'est que ça nous permet d'investir si nous sommes bons. C'est-à-dire que c'est un accord qui nous responsabilise en tant qu'entreprise. Nous devons être bons commerçants et un commerçant responsable, faire en sorte que nous proposions à l'ensemble de nos clients et aux concurrents qui souhaiteront nous acheter de l'électricité des bonnes conditions d'électricité pour du commerce de long terme. Nous devons être un bon industriel qui produit beaucoup et nous devons être un bon investisseur qui réalise bien ses projets. À ces conditions-là, nous réussirons. Mais ce qui est sain, c'est que ça met EDF en situation de responsabilité dans des conditions de jeu qui sont des conditions de jeu d'entreprise. Et je pense qu'à ce titre, c'est un accord qui est tout à fait bénéfique pour faire en sorte que tout le monde ait envie de faire réussir. Voilà ce que je voulais dire sur vos questions, Monsieur le Président. Alors, il y a évidemment beaucoup de travail à faire pour mettre en œuvre cet accord. Et ça commence bien sûr par engager la totalité de nos clients et puis également évidemment nos concurrents fournisseurs qui souhaitent avoir l'électricité d'EDF parmi leur portefeuille d'électricité pour faire en sorte que le moyen terme, c'est-à-dire les 5 ans, devienne un élément classique de commerce de l'électricité parce que c'est le facteur d'atterrissage le plus important des prix et c'est ce qui nous permettra de stabiliser le plus les horizons de prix vers ce qui est nécessaire pour l'économie de l'électricité à moyen terme. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, en termes d'introduction. Je ne veux pas être beaucoup plus long en termes d'introduction. Il y a énormément de sujets, bien sûr, mais je pense que le mieux, c'est que je réponde aux questions. Je sais que votre commission a toujours une cadence précise sur les questions, et donc je pense qu'on peut laisser du temps aux questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous nous connaissez bien maintenant, donc nous allons passer aux orateurs de groupe. Pour chaque orateur de groupe, donc 4 minutes inclut votre temps de réponse, et on va jusqu'à maximum 3 minutes si vous souhaitez faire un propos d'une traite. On commence tout de suite avec Antoine Armand pour le groupe Renaissance. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président directeur général d'EDF. Je voudrais d'abord, bien sûr, commencer par saluer le principe de l'accord qui a été trouvé entre notre gouvernement et l'entreprise EDF, et qui poursuit, vous l'avez rappelé, 3 objectifs essentiels et vitaux. Le premier, c'est bien sûr la poursuite des tarifs réglementés de vente et leur extension à toutes les TPE, quel que soit le seuil. On a vu à quel point c'était important pendant la crise que nous avons traversée. Le deuxième, c'est bien sûr la mise en place d'un mécanisme de prix qui doit éviter de replonger dans les affres de la crise énergétique que nous avons connue, avec des prix du mégawattheure qui ont sérieusement attaqué notre tissu industriel. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est la préservation de la rentabilité et de la capacité d'investissement d'EDF, qui sera le principal porteur de la relance absolument inédite du nucléaire annoncée par le président de la République. C'est un accord nécessaire. C'est un accord qui va succéder à l'ARENH, que nous avions sur tous les bancs ici de cette Assemblée, tous ensemble lors de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, dénoncé avec certains, effectivement, de longue date, comme je l'entends derrière moi. C'est un accord qui nécessite bien sûr, et c'est l'objet de votre audition aujourd'hui, d'être expliqué, d'être détaillé, qui suscite de nouvelles questions extrêmement importantes, et puis des questions sur ses modalités et sur son calendrier. Quel prix de l'électricité nos compatriotes peuvent-ils s'attendre à trouver sur leur facture ? Quel type d'offre
vont être proposés à nos entreprises. Hyper électro-intensives, le président de la commission l'a rappelé, mais aussi les petites entreprises qui, elles aussi, peuvent avoir une partie de leur chiffre d'affaires substantiel en prix de l'électricité. Comment sera construit le prix de référence qui doit, et c'est heureux, enfin refléter les coûts de production d'EDF? Quel est le niveau de productible qui est nécessaire d'être attendu par EDF pour que l'accord soit à la fois rentable pour EDF et profitable à l'ensemble de notre tissu industriel? Enfin, sur combien d'années le tissu économique disposera-t-il de visibilité? Parce que le prix est bien sûr une question fondamentale, mais ceux qui investissent dans notre pays le font sur une durée bien supérieure à quelques mois. À ces questions, Monsieur le Président Directeur Général, j'ai bien conscience qu'il nous faudra ensemble apporter des réponses. C'est l'objet du futur projet de loi de souveraineté énergétique annoncé par la ministre. Et pour réussir, je le dis, à l'aune des 150 heures d'audition que nous avons menées collectivement avec plusieurs d'entre vous, contrairement aux 30 dernières années, nous ne pourrons faire EDF ni d'un totem auquel nous devons tout passer, pour lequel nous ne devons pas regarder ni la performance industrielle, ni la rentabilité, ni un tabou qu'on serait tenté de sacrifier à l'aune d'atermoiements de politique énergétique. Nous vous remercions donc, Monsieur le Président, des premiers éléments que vous pourrez nous communiquer. Merci beaucoup, Monsieur Armand. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député Armand. Merci pour vos encouragements et je suis le premier à être bien conscient qu'il reste énormément de travail, évidemment, pour faire vivre cet accord, parce qu'il nous fallait changer de paradigme et je crois que cet accord permet de le faire de façon soutenable, à la fois pour nos concitoyens, nos entreprises et pour EDF. Et je tiens d'ailleurs à remercier le travail du Parlement et notamment le travail de la Commission dont vous avez été le rapporteur, qui a aidé au constat, qui a permis ce changement de paradigme. Parce qu'il y a un moment, lors d'une précédente audition, j'avais dit qu'il nous fallait créer un nouveau consensus national. Créer un nouveau consensus national, ça nécessite évidemment l'implication, la mobilisation du Parlement, et je vous en remercie. Vous avez évidemment nommé des questions précises qui nécessiteraient des longs développements. Je vais essayer d'y répondre dans les 20 secondes qui me restent. Au fond, il restera un prix de l'électricité qui reste le résultat d'un mécanisme de marché. L'objectif, c'est de tirer ce prix le plus long possible vers le long terme, parce que c'est ce qui stabilise le plus. Le 70 € du mégawattheure qui a été la référence est le résultat de, j'ose dire, dizaines de milliers de simulations sur les conditions dans lesquelles la formation du prix peut se faire à moyen terme et dans des conditions soutenables et en mettant des garde-fous si les prix montent plus haut. C'est ce que j'ai expliqué avec la captation au-delà de 78 € du mégawattheure, mais en laissant la responsabilité aux opérateurs de commercer pour stabiliser les prix. Et c'est ça l'élément fondamental de cet accord qu'il nous faudra, j'en ai bien conscience, continuer d'expliquer et de faire vivre. Merci beaucoup. Pour le Rassemblement national, c'est Jean-Philippe Tanguy qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Appuyez sur le bouton. Voilà. Okay. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Raymond. Écoutez, une partie de la réponse que vous venez d'apporter à notre collègue traduit en fait la problématique à laquelle nous faisons face. Vous l'avez dit, c'est toujours un mécanisme de marché. L'Union européenne, ses consommateurs, ses entreprises et ses gouvernements sont toujours soumis aux règles de marché pour ce qui concerne l'électricité et donc aucune leçon n'a en réalité été tenue dès 20 ans pour l'Union européenne, 30 ans pour la sphère occidentale, de l'erreur de considérer l'électricité comme un bien commercial ordinaire qu'on peut échanger sur des marchés qui ont fait preuve de leur totale faillite quant à la gestion de l'intérêt général et en particulier d'un intérêt national quant à la souveraineté énergétique. Vous installez, avec cette audition que j'ai écoutée attentivement, EDF dans une stratégie de prix élevé, que vous présentez comme des prix compétitifs, tout simplement parce que d'autres pays ont des prix encore plus élevés. Mais moi, je ne compare pas le champion, le service public qu'était EDF, avec des entreprises prédatrices qui n'ont jamais eu pour souci d'assurer une énergie la moins chère possible à nos compatriotes et à nos entreprises. La réalité que personne ne semble vouloir traiter depuis que nous avons appris que l'ACRE estimait le prix de revient du nucléaire à 70% plus élevé que son prix ancien, c'est pourquoi a-t-on atteint un prix aussi élevé ? Madame Pannier-Runacher m'a expliqué que c'était à cause de l'entretien et de la mise aux normes des centrales, en particulier les exigences post-Fukushima. Bon, j'ai toujours pas compris en quoi les risques que connaissait le Japon concernaient la France. Et donc, on explique aux Français que c'est à cause de cela, ce qui n'avait jamais été expliqué avant. Donc les Français découvrent que des travaux qui ont été entrepris expliqueraient la dérive des coûts.
dérive des coûts qui est systématique dans votre entreprise. Donc la question, en tant que défenseur du contribuable et de l'usager, que devraient être les clients d'EDF, c'est pourquoi une telle dérive des coûts? Comment l'expliquez-vous? Comment la justifiez-vous? En particulier, puisque l'essentiel de votre parc de production est un parc hérité, est un parc amorti. Et les travaux dont parlait Mme Pannier-Runacher n'expliquent pas que cette dérive des coûts soit si importante par rapport à des investissements passés qui sont totalement amortis. La réalité, je pense, et je voudrais vous interroger là-dessus, c'est que est-ce que oui ou non, vous vous intégrez dans une stratégie de prix de l'énergie haut qui ne correspond pas à des fondamentaux économiques, mais qui correspond à une stratégie politique qui consiste que pour imposer la sobriété et en fait une économie de la pénurie, on explique aux gens qu'ils doivent se priver. Et c'est en fait le ressenti de nos compatriotes sur le territoire. C'est une partie des éléments de langage du gouvernement, même s'ils sont atténués cette année. Et moi, je ne comprends pas comment on peut se poser dans une telle perspective. L'énergie est un bien de première nécessité, c'est un bien vital. C'est par ailleurs le bien de la transition énergétique. Il nous faut une électricité le plus bas possible. Et quand le président de la République promet une électricité au coût de revient, c'est sûr que c'est facile de tenir une promesse si le coût de production double. Donc moi, les promesses où on explique aux gens qu'on va tenir une promesse en doublant le prix, je ne pense pas que les Français acceptent ce genre de dérive. Monsieur Tanguy, on va laisser quand même notre invité répondre. Allez-y, Monsieur le Président. Merci, monsieur le député Tanguy. Je ne suis pas sûr que j'arrive à vous convaincre des bienfaits d'avoir la faculté d'échanger l'électricité avec nos voisins, mais je peux simplement citer 2 exemples. Pendant les 25 dernières années, nous avons été exportateurs pendant 24 ans, et ce matin, à 4 heures du matin, nous exportions et nous stockions 18 gigawatts. Ceux-ci sont des recettes pour le pays. L'année où nous avons eu un problème industriel, nous étions contents aussi de pouvoir importer de l'électricité pour faire en sorte que notre pays soit dans la continuité d'exploitation. Sur le prix de l'électricité, je pense qu'il est abusif, il est inexact de comparer le 42 € du mégawattheure, qui n'a jamais correspondu au coût d'EDF, c'était une décision administrative, et les 70 € du mégawattheure d'aujourd'hui. L'analyse des coûts, elle est liée au fait que nous avons un outil industriel, nous devons investir dans cet outil industriel. Un outil industriel amorti dans lequel on n'investit pas, il finit par s'arrêter. Donc nous avons besoin d'investir dans notre outil industriel pour qu'il assure la continuité d'exploitation. Et le degré d'investissement que nous devons faire, ne serait-ce que sur l'outil industriel existant de production nucléaire, est de 5 milliards d'euros par an. Donc soit nous avons un modèle économique qui permet de soutenir cet investissement, de même que l'investissement nécessaire dans le futur nucléaire qui est capable à terme de remplacer cet outil industriel, et nous aurons une compétitivité pérenne. Nous avons une électricité compétitive aujourd'hui et nous l'aurons de façon pérenne. Soit nous ne le faisons pas et un jour nous n'aurons pas d'électricité. Merci beaucoup. Pour le groupe La France Insoumise, c'est Mathias Tavel qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le PDG, vous avez un talent certain, et pour un électricien, ce n'est pas une petite affaire. C'est d'arriver à nous faire croire que des vessies sont des lanternes. Et vous venez encore d'en faire la démonstration en expliquant qu'on a besoin du marché pour importer ou exporter de l'électricité, alors que vous savez pertinemment que la France importait et exportait de l'électricité avant la mise en place du marché européen. On pouvait donc le faire avant le marché et on pourra donc le faire après. Depuis que l'électricité est gérée comme un bien marchand sur un marché ouvert à la concurrence, c'est simple, ça coûte plus cher, 95% d'augmentation du prix du tarif réglementé de vente, et ça marche moins bien puisque notre pays n'a probablement jamais été, depuis la libération, dans un état d'impréparation énergétique tel qu'il est aujourd'hui, EDF n'en étant pas le seul responsable, je vous l'accorde. Vous vous inscrivez dans une fausse réforme de l'Union européenne qui va continuer cette logique de marché et qui vise même à supprimer les tarifs réglementés de vente à terme, ne les tolérant que de façon transitoire pour faire face à des crises. L'accord que vous avez conclu avec le gouvernement est donc en quelque sorte un pansement sur une jambe de bois. Il ne s'applique qu'au nucléaire et il permettra à EDF de vendre jusqu'à 110 € le mégawattheure, une quasi-totalité étant récupérée par l'État au-delà de ce prix, mais pas en dessous. On voit bien que cet accord porte en lui les germes d'une augmentation forte des tarifs d'électricité. On entend parler de 10 à 20%, ne serait-ce que l'année prochaine, mais c'est sans doute bien au-delà pour la suite. Et ça pose de nombreuses questions. Pourquoi avoir fait une telle usine à gaz alors qu'on avait
historiquement dans notre pays un modèle fondé sur un monopole public avec des tarifs réglementés qui permettaient d'éviter toutes ces constructions acrobatiques. Quelle est dans la hausse des prix la part vraiment de hausse des coûts de production et quelle est la part qui relève en fait des prix de marché déconnectés du coût moyen de production, toute énergie confondue? Comment pouvez-vous garantir une visibilité aux consommateurs, que ce soit les entreprises ou les ménages, alors qu'en fait cet accord repose sur la taxation de vos profits pour une redistribution ensuite aux consommateurs sans qu'on sache ni à quel consommateur, ni par quels moyens, ni dans quel montant? Et plus globalement, ne pensez-vous pas qu'il faudrait tout simplement mettre en cause ce fonctionnement de marché, qu'il faudrait interdire par exemple à des fournisseurs alternatifs qui ne produisent pas d'électricité d'être des vendeurs d'électricité et réserver ce droit à ceux qui ont vraiment des moyens de production? Ne pensez-vous pas que les mêmes contraintes et notamment le même plafonnement des ressources devrait s'appliquer à tous les producteurs d'électricité et pas seulement à EDF? Et enfin, soutenez-vous la suppression à terme des tarifs réglementés de vente de l'électricité que prévoit la réforme européenne? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le député Tavel. Je ne suis pas sûr que je puisse répondre à tous vos éléments parce que EDF n'est qu'un opérateur. Donc EDF ne fait pas les cadres de marché, ne fait pas les lois, etc. etc. Donc nous les appliquons. Pour ce qui est de vos questions, il y a un point sur lequel je voudrais être précis quand même. Vous me dites 110 € du mégawattheure. EDF va pouvoir faire ses prix jusqu'à 110 € du mégawattheure. Non, EDF va avoir pour objectif de faire des prix équilibrés qui reflètent une économie de long terme. C'est bien l'engagement que nous avons pris, et ceci afin d'amener un volume d'électricité élevé sur le marché français qui permette d'atterrir vers le fameux 70 € en moyenne. Voilà notre objectif, c'est notre engagement, bien sûr. Je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui, quand on ne parle que de la part fourniture de l'électricité, tout le monde paye plus de 110 € du mégawattheure. Tout le monde. Voilà. Donc quand on dit que notre objectif, c'est d'arriver à ce que la part fourniture, parce que quand vous prenez tout, évidemment, ça amène à beaucoup plus de 110, mais quand on dit que la part fourniture, notre objectif, c'est de converger en moyenne vers 70, on parle bien d'un atterrissage des prix, et que l'on parle d'entreprises, évidemment, que l'on parle de l'ensemble des clients. Enfin, je voudrais dire un mot sur les questions de structure de marché. Encore une fois, ce n'est pas EDF qui fixe les règles. Nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir une concurrence. Je pense que la concurrence est bonne pour EDF. Je l'avais dit dès le mois de novembre 2022 devant cette commission, parce que ça nous aide à être bons. Et nous souhaitons une vraie concurrence, et nous souhaitons des concurrents qui investissent dans les moyens de production électrique aussi sur notre territoire. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Les Républicains, et c'est Jérôme Nury qui porte la parole du groupe. Merci, Monsieur le Président d'EDF. EDF est une entreprise à part, une entreprise qui a une place particulière dans le cœur des Français et dans leur quotidien. On l'a vu il y a quelques mois, et l'hiver dernier, quand EDF tousse, c'est toute la France qui s'enrhume. Nous allons passer un hiver plus tranquille en termes de production, et nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter l'encadrement, vous-même, et tous les personnels qui ont travaillé dur pour revenir à des niveaux de production rassurants. Nous sommes donc sereins sur le court terme. Sur le long terme, afin d'investir dans le prolongement du parc nucléaire actuel, d'investir dans les énergies renouvelables et d'investir massivement dans les nouvelles centrales, donc EPR, SMR, EDF va devoir dégager 60 à 70 milliards d'euros de capitaux. La situation de votre entreprise, que l'État et le gouvernement a délibérément surendetté pour éviter une hausse trop importante de l'électricité au cours des derniers mois, va-t-elle permettre de dégager suffisamment de cash pour ces investissements stratégiques et essentiels pour l'avenir de notre pays? Sur le moyen terme, nous devons être vigilants sur un point sur lequel vous ne vous êtes pas trop attardé. Vous avez parlé de compétitivité pour les entreprises, de stabilité et d'investissement, mais vous n'avez pas beaucoup parlé du niveau des prix que nos concitoyens paieront demain, après l'Arenh, leur électricité. Quand on parle du nouvel accord européen post-Arenh, avec une référence à 70 € du mégawatt, il faut transcrire ou traduire en termes de tarifs pour le consommateur final. Aujourd'hui, les Français qui ont gardé un abonnement classique de particulier, réglementé, payent autour de 20 centimes d'euros du kilowatt,
soit une hausse déjà de 7 à 8 euros du kilowatt par rapport à la période précédente après crise. Donc à 70 euros du mégawatt, quel sera approximativement ce prix final? 30 centimes d'euros du kilowatt, 40 centimes, 50 centimes. Il faut être transparent sur ce point, qui est un sujet d'inquiétude pour nos concitoyens que l'on encourage, je rappelle, à passer au tout électrique, le chauffage, les voitures, mais dont les finances courantes sont aujourd'hui, vous le savez, mis à mal par l'inflation. Merci de votre réponse sur ce sujet qui est important à mon avis pour nos concitoyens et pour les Français. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci pour vos encouragements pour les équipes d'EDF. Elles y sont sensibles, je le sais. Vous avez parfaitement raison de dire que la stabilité des prix, la prévisibilité des prix est un élément absolument déterminant pour nos concitoyens. Et évidemment, il est au cœur des préoccupations d'EDF, qui doit continuer de travailler sur la compétitivité de son propre parc et sur sa performance, et y compris sur ses coûts, pour être au rendez-vous des meilleures conditions possibles pour nos concitoyens. Aujourd'hui, effectivement, nos concitoyens, le tarif réglementé de vente pour nos concitoyens est de 258 euros du mégawattheure, donc 25 centimes d'euros du kilowattheure à peu près, une fois que vous intégrez la totalité des dimensions de l'électricité. Et là-dedans, vous avez beaucoup de paramètres dont la fourniture n'est qu'un paramètre. Donc le 70 ne se compare pas au 258, hein, c'est clair. Il se compare plutôt à un horizon qui est de 220 à 120 à 130 aujourd'hui dans la part fourniture du tarif existant. Mais aujourd'hui, nos concitoyens ont été fortement protégés par le contribuable sur l'année 2023. Alors c'est également nos concitoyens qui le payent comme contribuable, mais ils ne le voient pas dans leur facture d'électricité. Et donc la nécessité que nous avons sur les 2 années qui viennent, avant d'entrer dans le régime futur qui commence à partir de 2026, c'est de créer les conditions de cet atterrissage dans lesquelles le contribuable qui aujourd'hui finalement protège nos concitoyens particuliers au travers du bouclier, va progressivement revenir à d'autres priorités, parce que c'est naturel dans une phase de détente des prix. Et progressivement, c'est le nouveau régime qui va s'installer avec un objectif qui est celui qui a été annoncé par le gouvernement et auquel naturellement EDF souscrit totalement, qui est de stabiliser les prix pour nos concitoyens. Voilà. Je ne sais pas vous dire exactement quel sera le prix à ce moment-là, parce qu'il y a 2024 et 2025 sur lesquels il ne vous a pas échappé que les tarifs, ce n'est pas EDF qui les fixe. Et donc, sur 2024, le gouvernement a été très clair en disant que la hausse serait de 10% maximum. Voilà. Donc, nous allons créer les conditions d'un atterrissage des prix dont nos concitoyens auront le bénéfice aussi. Je ne suis pas à ce jour capable de vous dire exactement à quel prix le tarif sera en 2026. En tout cas, il fera l'objet d'un lissage qui permettra d'avoir le même effet que ce que nous allons rechercher pour les entreprises. Merci. Grâce au contrat de long terme, pour faire en sorte que cet atterrissage soit possible. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe démocrate et c'est Éric Martineau qui porte la parole de ce groupe. Merci Monsieur le Président directeur. Vous l'avez rappelé, les prix de l'électricité avaient augmenté avec la guerre en Ukraine, la hausse des cours sur les marchés de l'énergie, les réacteurs nucléaires en attente de réparation et aussi par manque de salariés pour réaliser certaines soudures. Le parc nucléaire a fait l'objet de travaux d'ampleur en 2023, ce qui a permis d'éviter le délestage électrique l'hiver dernier et grâce aussi aux efforts de sobriété des Français. Cet hiver, il convient de marquer de maintenir cette sobriété énergétique qui est bonne pour le portefeuille comme pour la planète. Et le marché européen de l'électricité a été réformé en 2023 en tenant compte de la force de la France et de son parc nucléaire. Je salue la baisse des prix et le bouclier tarifaire financé par l'État, plusieurs milliards chaque année depuis 2021, mais qui prendra fin à la mi-2024. Mais aujourd'hui, les particuliers comme les entreprises s'interrogent sur les tarifs de l'électricité. EDF a annoncé une hausse des tarifs réglementés de l'électricité de l'ordre de 10% au maximum en 2024, mais certains contrats ont été signés au plus haut, mettant en danger nos PME et artisans, y compris certaines collectivités. Certaines entreprises se retournent vers des groupes électrogènes, car le fioul est moins cher que l'électricité. Et écologiquement, ce n'est pas défendable et nous ne pouvons pas encourager. Qu'en est-il de la renégociation de contrats signés au plus haut ? Car à ce jour, les tarifs de l'électricité ont fortement baissé depuis l'été 2022. Comment rassurer nos concitoyens ? Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, monsieur le député Martineau. Et merci de vos encouragements également. Il est clair que les conditions d'atterrissage de sortie de crise sont difficiles à trouver parce que, effectivement, il y a des contrats qui ont été bouclés au moment où les prix étaient très élevés et face auxquels EDF, comme les autres fournisseurs, se sont engagés. Donc, pour nous, c'est une dette également. C'est difficile à comprendre, mais nous avons évidemment des engagements qui correspondent à ces contrats. Et donc, renégocier ces contrats, c'est quelque chose qui est impossible vu des producteurs et des fournisseurs que nous sommes. En revanche, ce qui est clair, c'est que nous devons absolument travailler avec l'ensemble de nos clients pour créer les conditions de cet atterrissage vers le fameux 70 € du mégawattheure en moyenne au-delà de l'horizon 2026. Et pour cela, nous sommes d'ores et déjà en mesure, et nous le serons encore plus à partir du mois de janvier, de proposer des contrats de moyen terme qui permettent de tirer long. Et plus on tire long tout de suite, plus on permet, notamment aux PME que vous avez citées, et qui sont évidemment le cœur de notre préoccupation, de se rassurer très très vite sur les conditions dans lesquelles ils auront ou elles auront de l'électricité à cet horizon-là, et d'éviter que l'angoisse et le moment très difficile qu'ils ont vécu en 2023 puissent rester. Voilà. Donc c'est sur ces conditions-là que nous nous engageons, et nous sommes au contact de nos clients, et nous allons le faire à très grande échelle maintenant que cet accord est conclu et qu'il nous donne de la visibilité sur 26 et au-delà, pour faire en sorte que sur les horizons de temps qui sont naturellement, l'année de 2024, elle est déjà conclue, mais 25, 26, 27, 28 et 29 à partir du 1er janvier, nous puissions proposer à nos clients, et que nos concurrents puissent proposer aussi à leurs clients, grâce à l'électricité qu'ils achèteront sur le marché de gros à ces horizons-là, et que nous nous engageons à fournir, des conditions qui sont attractives et qui sont beaucoup plus compétitives. Merci beaucoup. Comme il reste 20 secondes, une relance. Ce qui me dérange, c'est justement ces entreprises qui investissent dans des groupes électrogènes et qui, s'il y a bien un tarif, c'est vrai, qui a été contractualisé, il n'y a pas le volume. Et donc, en clair, les entreprises préfèrent utiliser du fioul que d'utiliser de l'électricité. Et c'est là-dessus que je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Et j'espère que nos artisans, même certaines boulangeries, moi je pense à une de ma circonscription qui m'avait encore appelé la semaine dernière, j'espère qu'elle arrivera à tenir jusqu'en 2025. Je vous remercie. Merci. Alors, très court, Président, allez-y. Non, mais on est évidemment... n'hésitez pas à nous signaler des situations d'entreprise et nous les regardons toutes une par une, évidemment. Et puis, voilà, le but... J'ai bien conscience qu'il y a des situations de crise. Le but, c'est que nous puissions en sortir le plus vite possible, et nous serons évidemment en contact des entreprises pour ça. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, c'est Marie-Noëlle Battistel qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, j'aurai évidemment beaucoup de questions, mais le temps étant limité, je me concentrerai sur 3 sujets. Tout d'abord, l'enjeu de la réforme du marché et de celle du mécanisme de l'Arenh doit évidemment être de garantir la protection des ménages de la volatilité des prix, de garantir la compétitivité de nos entreprises, tout en assurant une capacité d'investissement suffisante à EDF. C'est une équation pas simple à résoudre. Vous y avez longuement travaillé. Il est proposé aujourd'hui des dispositifs de CFD, des PPA entre producteurs et consommateurs, et un prix fixé à environ 70 € avec une redistribution progressive à partir de 78 €. Alors, 3 questions. Comment assurer la protection des consommateurs dans la durée et également en cas de crise telle qu'on l'a connue, alors même que vous avez répondu à l'instant à notre collègue Nury que vous n'étiez pas en capacité de connaître le prix de 2026. Donc, comment s'assurer de la stabilité pour les consommateurs? Deuxième question, comment sera organisée la redistribution aux consommateurs? On a assez peu d'éléments là-dessus. Est-ce que ce serait, par exemple, sur un mécanisme de CSPE flottante? Est-ce que cet accord, pour ma 3e question, longuement travaillé, permettra de financer un programme à 6 EPR et le grand carénage? À combien, à ce stade, évaluez-vous cet investissement et avec quel portage? Et évidemment, une dernière question sur l'avenir des concessions hydroélectriques et la réforme du régime en cours, à savoir le passage du régime concessif au régime d'autorisation. Est-ce qu'à ce stade des discussions, vous êtes assuré de la solidité juridique de ce projet? Et dans le cas de l'adoption de cette réforme, quel type d'investissement cela vous permettrait d'engager
Au-delà, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de le pointer à nouveau, des augmentations de puissance dont on attend toujours les autorisations, plus de 3 ans après la loi qui le permettait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée Battistel. Sur la protection du consommateur, comme j'ai peu de temps, je vais être assez rapide. Ce que je ne connais pas, c'est le tarif réglementé de vente 2026, parce que par définition, il répond à un mécanisme de fixation qui échappe à EDF et qui, in fine, sera fait par la Commission de régulation de l'énergie. Mais sur les horizons de prix de l'électricité, notamment sur le marché de gros à cet horizon, nous connaissons les prix puisqu'ils sont formés tous les jours sur les marchés de gros. Et c'est là que nous voyons cet atterrissage et le dégonflement rapide de ces prix, notamment depuis l'annonce de l'accord du gouvernement, puisque nous avons perdu 15% depuis l'annonce de l'accord avec le gouvernement, ce qui prouve que quand on amène du volume d'électricité sur ces marchés, on a une détente des prix qui est réelle. Sur le fonctionnement du mécanisme de redistribution, le gouvernement le fixera de façon précise dans le cadre de la loi que vous aurez à examiner, mais le principe, c'est que la redistribution descend directement dans la facture du client et de façon déterministe. C'est-à-dire que le client sait effectivement ce sur quoi il peut compter en termes de redistribution pour son pied de facture, que ce soit un client particulier ou entreprise. C'est bien ça l'objectif. Les modalités sont en cours de fixation. Sur les investissements, naturellement, il nous reste encore beaucoup de travail pour élaborer le programme des 6 EPR et pour le monter en cadence industrielle. Mais ce qui est clair, c'est que l'objet de cet accord, c'est de faire en sorte que EDF puisse avoir une espérance de revenus. Il faut être performant pour que les revenus soient au rendez-vous. Donc il faut que la production soit aux alentours de 360 TWh et avec un objectif de monter à 400 avec Flamanville sur la base d'augmentation de puissance également que nous irons chercher sur le parc existant. Mais il faut évidemment que ceci combiné avec notre espérance de revenus autour de 70 € en moyenne de 2022 sur les années qui viennent, nous aurons la capacité de financer le grand carénage et une quote-part déterminante du programme des 6 EPR. Sur l'hydro, parce que je ne peux pas ne pas parler de l'hydro à Madame Battistel, évidemment, sur l'hydro, nous avons énormément de travail fait et nous avons une confiance très forte dans la solidité du régime juridique que nous avons proposé. Naturellement, il faut maintenant que les instances gouvernementales et le Parlement examinent ce sujet dans les temps. Sur les investissements, évidemment, ça commence par les augmentations de puissance et par du stockage. Nous avons besoin d'équilibrer le système électrique qui est de plus en plus intermittent. Le parc nucléaire peut le faire en partie, mais le mieux pour le parc nucléaire, c'est de fonctionner en permanence. Et donc, les STEP, par exemple, qui peuvent être faits sur les barrages existants, sont le type d'investissement que nous allons chercher en priorité sur la base du régime d'autorisation. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Horizon et c'est Xavier Albertini qui porte la parole du groupe. Monsieur le Président, directeur général, mes chers collègues, merci Monsieur le Président pour vos premières explications et informations. Vous évoquez un cercle vertueux à la fois à moyen terme et à long terme. Et vous nous expliquez la nécessité de tirer le commerce vers le long terme. Je ne peux que me réjouir d'avoir cette vision qui consiste à voir loin pour faire bien. Ça me paraît quelque chose d'assez intéressant. En revanche, vous évoquez la notion de l'offre en particulier qui doit être sécurisée pour à la fois répondre aux intérêts des particuliers et des entreprises électro-intensive. Je voudrais faire un pas de côté, si vous me le permettez, pour que vous puissiez nous indiquer techniquement comment vous voyez, non pas le 24-29, mais plutôt un peu après, c'est-à-dire la sécurisation de la production d'électricité avec la construction des 6 nouveaux EPR, et puis ensuite, très certainement, ceux qui devront suivre, dans la mesure où certains esprits chagrins s'inquiètent déjà de la capacité de cadencement de ces entités. Et en particulier, la question qui me vient ce matin en vous écoutant, c'est la question du respect du cadencement, avec votre capacité de sécuriser à la fois les filières matérielles, mais aussi humaines, dans le cadre de ces fameuses constructions. Est-il possible, Monsieur le Président, que vous puissiez nous rassurer ce matin et nous dire comment vous entendez, à moyen terme, cette fois-ci, sécuriser la livraison de ces superstructures, ce qui, en quelque sorte, sécurisera l'offre et ainsi permettra d'assurer à la fois aux particuliers et aux entreprises une vision que nous espérons tous avec une vision à long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, monsieur le député Albertini. Vous mettez le doigt, je pense, sur un sujet qui est absolument fondamental sur la réussite de notre programme électrique national. Ce n'est pas juste nucléaire, je pense que c'est vraiment la réussite de notre programme électrique national qui est à la clé du sujet que vous avez cité, qui est le cadencement. Je pense que c'est le plus grand défi industriel d'EDF de la décennie qui vient, que d'être capable de construire à nouveau à l'échelle industrielle. Ça suppose une refonte totale, fondamentale, de la façon dont nous prenons les projets, notamment dans le nucléaire, principalement dans le nucléaire, pour une raison assez simple, qui est que depuis 25 ans, notre pays n'a pas construit à l'échelle. Nous avons fait un réacteur en France en 25 ans, et comme dans toute industrie, quand on fait peu, on perd l'habitude de faire vite. Et donc nous devons impérativement, si nous voulons être crédibles sur la décarbonation, sur la capacité d'avoir un système électrique équilibré entre des ressources renouvelables qui doivent également monter en cadence, mais qui restent intermittentes, et des ressources commandables et décarbonées, nous devons monter en cadence sur la production. Pour cela, nous sommes en train de changer profondément l'organisation d'EDF. C'est en phase de consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que l'étape de construction, d'intégration de nos nouveaux réacteurs puisse être menée en cadence industrielle. C'est un changement très profond et qui, évidemment, embarque la totalité de notre filière industrielle qui, je dois dire, répond présent à cet effort. Et ça suppose vraiment de revoir les détails. C'est un travail de détail, les détails de comment nous amenons les chantiers à être profilés, comment nous amenons les objets sur les chantiers, comment nous mettons les compétences à disposition des différents chantiers au bon moment pour faire en sorte que nous ne perdions pas de temps dans la phase d'intégration, ce qui est l'élément le plus déterminant pour la réussite de notre programme. Donc nous avons du travail devant nous pour y arriver. À ce jour, je ne peux pas vous dire que nous sommes prêts, parce que je pense qu'il y a énormément de travail pour être prêts. Ce qui nous encourage tous chez EDF, c'est que nos anciens y sont arrivés. Ils sont arrivés avec moins de contraintes, mais aussi moins d'outils. Donc, si nos anciens sont arrivés à raccorder 4 réacteurs par an dans notre pays au pic de la production du parc nucléaire d'aujourd'hui, normalement, nous devrions être capables d'aller vers 1 réacteur par an en France et 2 réacteurs par an en Europe, grosso modo. Et donc, c'est bien vers cet horizon-là de capacité industrielle qu'il nous faut tendre, et ça nécessite un travail fondamental qui est engagé. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste, c'est Delphine Bateau qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président directeur général. Un sentiment de perplexité partagé avec de nombreux collègues, parce que la réforme européenne dont on parle apparaît à la fois très tardive, alors que le mal a été fait, et très insuffisante sur le fond, parce que, alors que le choc énergétique de 2021-2022 aurait dû conduire à un tournant historique de remise à plat, on reste fondamentalement dans une logique d'amendement du marché européen de l'électricité et non d'une refonte complète, et on reste dans un cadre qui considère que la main invisible du marché, certes régulée, peut bien s'occuper de l'énergie, et c'est faire un pari pour l'avenir qui me paraît extrêmement risqué. Des questions assez limitées, puisque de toute façon le Parlement aura à débattre de ce sujet. La première, c'est sur le fait que je lis que le contrat pour différence s'agissant de la France et d'EDF devra être soumis à la question de sa compatibilité au régime des aides d'État, et qu'il n'y aurait donc absolument aucune certitude sur le cadre applicable. Par ailleurs, les dispositions ne sont pas complètement finalisées aujourd'hui. Ensuite, 2027-2028, c'est loin, alors que la hausse des prix de l'électricité pour les ménages et pour les entreprises, c'est tout de suite. En 2022, pour les ménages, ça a été, il me semble, près de 400 € en moyenne. Bon, vous avez renvoyé au gouvernement cette question, mais comprenez qu'elle est absolument centrale. Et enfin, le tarif de 70 €, c'est les 60 € de la Creux plus 10 € de nouveau nucléaire.
dans la mesure où l'EPR de Flamanville ne fonctionne toujours pas et où nous ne sommes toujours pas assurés de son coût final pour la nation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce mode de calcul des 10 euros au regard de l'expérience de l'EPR de Flamanville en matière de dérapage total des coûts pour la nation et le contribuable? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Je ne vais pas commenter sur la réforme européenne. Moi, je suis un observateur depuis de longue date de l'électricité. Je pense qu'il y a un pas très significatif qui est fait dans un cadre de marché, pour compléter un marché qui était trop court terme. Et ça, c'est un pas très significatif qui était attendu, c'est tout à fait clair, depuis longtemps, par tous les opérateurs. Et c'est un pas qui va dans la bonne direction. Le deuxième élément qui est clé, c'est qu'il y a un consensus européen sur le fait que la décarbonation est l'objectif collectif et que le choix des technologies qui permettent la décarbonation relève des choix nationaux. Et donc, c'est une forme d'agnosticité sur les conditions. Et enfin, il y a une boîte à outils qui est assez ouverte sur quels sont les instruments financiers, quels sont les instruments juridiques qui peuvent être laissés à la disposition des États pour financer leur programme électrique. Voilà les éléments clés de cet accord qui me paraissent suffisamment historiques pour être soulignés. L'accord que nous avons conclu avec le gouvernement ne nécessite pas la mobilisation d'outils qui nous amèneraient à une négociation communautaire sur la régulation de l'électricité. Nous utilisons des instruments qui sont parfaitement compatibles avec le cadre européen tel qu'il est défini et qui utilisent finalement la boîte à outils existante sans avoir à négocier quoi que ce soit qui relève d'une aide d'État à EDF. Il n'y a absolument rien qui nécessite d'aller vers une négociation communautaire. Nous aurons besoin... Non, on n'a pas mobilisé, dans la boîte à outils, on n'a pas mobilisé d'outils qui nécessitent de faire ça. Le moment venu, sur le nouveau nucléaire, naturellement, comme EDF ne pourra pas porter la totalité du financement du nouveau nucléaire, comme aucun opérateur en Europe, quelle que soit la technologie, ne porte la totalité des risques associés à un investissement. Aujourd'hui, tous les investissements dans l'électricité bénéficient d'une forme de soutien public, soit sous forme de garantie, soit sous forme de CFD. EDF n'échappera pas à la règle pour le nouveau nucléaire. Là, nous aurons une discussion de type aide d'État, mais c'est pour le nouveau nucléaire. C'est pour le nouveau nucléaire. Et ça, nous n'y sommes pas encore, puisque nous devons d'abord monter l'ensemble du programme. Voilà. Enfin, j'ai bien pris votre point sur le fait que c'est tout de suite. Nous y travaillons le plus possible dans le cadre des règles qui s'imposent à nous. Et sur 24 et 25, nous sommes toujours dans le cadre de l'AREN. Merci beaucoup. Nous passons au groupe GDR. Et c'est Sébastien Jumel qui porte la parole de son groupe. Monsieur le Président, Directeur Général, lorsqu'elle est venue en audition, Agnès Pannier-Runacher nous a dit dans toutes les langues la reine est morte, vive le roi marché. Et c'est évidemment la malformation congénitale qui est l'environnement qu'on vous impose d'une certaine manière dans vos responsabilités importantes. Et moi, je le dis, je ne me trompe pas de responsable en la matière. Il appartient aux politiques, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, de sortir l'énergie de sa logique de marché. Moi, je suis ringard. Je ne suis pas victime de la mode, comme disait MC Solar. Je pense que l'énergie, bien de première nécessité, bien commun, nécessite d'en prendre soin pour les précaires énergétiques, pour la souveraineté, pour l'indépendance, pour la compétitivité de nos industries. Tel n'est pas le choix aujourd'hui. Il nous appartiendra, une fois en responsabilité, de revenir sur cette malformation congénitale. Dans cette logique de marché, vous avez l'impérieuse nécessité de procéder à la relance de la filière nucléaire, d'autant que les objectifs d'électrification des usages vont devoir faire passer la production électrique à un niveau, évidemment, sans commune mesure. 55% de la consommation d'énergie devra être, à l'horizon 2050, d'origine électrique. Alors, il y a le prix conclu avec l'État, il y a les différents mécanismes que vous nous avez présentés, mais il y a l'obligation d'injecter 25 milliards d'euros par an dans la relance. Comment allez-vous financer ces premiers investissements
pour les 6 EPR et les 8 prochains, parce que l'exemplarité sociale, environnementale, technologique, industrielle de cette relance passe quand même par ses capacités d'investissement. Qu'attendez-vous du gouvernement pour cela? Y a-t-il des contreparties exigées par Bruxelles pour ça? C'est évidemment une question qui nous est posée. Deuxième question, pour ne pas être trop long, pendant 15 ans, les concurrents d'EDF, les marchands de savonnettes, de soleil, ont bénéficié d'avantages exorbitants et même de financements gras réservés par le mécanisme de l'Arenh. Aujourd'hui, ils se plaignent auprès de l'exécutif de la fin de l'aubaine, sans avoir d'ailleurs pu préparer la fin de cette aubaine. Comment EDF s'organise dans ces nouvelles offres de marché et quelle analyse faites-vous de cette nouvelle donne concurrentielle des marchés post-2025 vis-à-vis des intermittents du spectacle, comme je les appelle? Voilà 2 questions que j'ai posées. Alors ensuite, la ministre ne l'a pas complètement rassuré sur le mécanisme prévu pour garantir des prix stabilisés, régulés pour nos consommateurs première ligne. Pouvez-vous revenir là-dessus? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le député Jumel. Je ne sais pas si je reprendrai à mon compte votre expression sur l'Arenh est morte, mais et je suis certain que je ne vous convaincrai pas sur un mécanisme de marché, ça c'est clair. Ce que je voudrais dire simplement, mais vraiment très simplement, c'est que l'Arenh avait réussi à accumuler les inconvénients du marché et de la régulation. Ce que j'espère, c'est que le nouveau dispositif cumulera les avantages de ces 2 mondes. Et c'est bien comme ça qu'on a essayé de le concevoir. Donc c'est un pivot assez important. Et je pense que la preuve a été faite au fil des années que nous avions les défauts des 2 systèmes dans le cadre de l'Arenh. Il nous fallait en sortir. Sur comment financer les investissements. La première condition pour financer les investissements, c'était d'être capable de dégager des revenus, pour être capable d'autofinancer sans surendetter EDF. EDF est déjà significativement endetté. EDF n'a pas la capacité de se surendetter, bien sûr. Donc la première condition, c'était de dégager des revenus. L'accord que nous avons conclu nous permet un horizon de revenus. Naturellement, il faut les réaliser. Pour ça, il nous faut monter notre production et être capable d'être performant. C'est ce que je disais tout à l'heure comme la condition qui responsabilise EDF. La deuxième condition, c'est qu'évidemment, comme tout investisseur dans la production électrique dans toute l'Europe aujourd'hui, nous allons devoir demander des conditions de soutien des pouvoirs publics sur le programme des 6 EPR. Nous ne pouvions pas le faire de façon très opérationnelle tant que nous ne savions pas quelle était la capacité de génération de revenus de l'entreprise et donc sa propre capacité d'autofinancement. Depuis quelques semaines, nous avons une meilleure visibilité là-dessus, donc nous sommes en situation maintenant de travailler d'arrache-pied avec les administrations et avec le gouvernement pour définir le plan de financement de ces 6 EPR en faisant appel à des outils qui sont classiques, connus, ce que nous allons faire dans les mois qui viennent. Merci. Bien, je réponds, si je peux me permettre. J'étais plus court sur la question de la concurrence. Évidemment, nous souhaitons de la concurrence et nous souhaitons une concurrence saine. Une concurrence saine, c'est une concurrence qui est responsable en termes de production et de consommation. Nous fournirons nos concurrents en termes d'électricité. Ça fait partie des engagements que nous prenons naturellement et nous les fournirons dans des conditions qui leur assurent une transparence, une équité, pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur fournisseur, puissent avoir accès aux mêmes conditions de compétitivité. Merci beaucoup. Pour le groupe IOT, je vous propose d'écouter M. Benjamin Saint-Huil qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, directeur général, l'avantage de passer le 10e, c'est que vous avez traité une partie des sujets ou qu'en tout cas, les collègues les ont évoqués. Moi, je veux donc ne pas passer trop de temps sur le prix des usagers, parce qu'on a bien compris que pour l'instant, nous sommes sous le régime de l'Arenh pour les 2 ans qui viennent, et que derrière, on ne sait pas dire où on atterrit. C'est-à-dire qu'on sortira d'ici, et ce n'est pas un reproche qui vous est fait à vous, mais enfin, on sortira d'ici sans être tout à fait rassuré sur ce que paieront les consommateurs demain. Et c'est donc difficile de dire aux gens que nous voyons tous les jours chez nous qu'il faut se réjouir de cet accord, parce que finalement, il s'agit aujourd'hui de considérer que la visibilité qui est donnée à travers cet accord sera un gage, a priori, de stabilisation. On a entendu l'argumentaire, il est construit et tout à fait intelligible. Il faudra vérifier dans la réalité opérationnelle qu'on s'y retrouve
très honnêtement, en sortant d'ici, je n'ai pas un argument solide, sérieux pour dire ça va d'aller, braves gens, ça va être stable. C'est un peu compliqué. Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. On va passer un peu plus de temps sur la question du mur d'investissement qui est devant nous. Vous l'avez évoqué à l'instant suite à la question de M. Jumel. Vous dites il faudra qu'on soit bon commerçant, bon industriel et bon investisseur pour pouvoir faire face à ce mur d'investissement. Maintenant que vous avez cet accord, vous venez de le dire à l'instant, ma question elle est donc relativement simple. Pour réussir le grand carénage et les gros investissements EPR qui sont devant nous, il faut combien, de votre point de vue? Vous avez une fixation d'objectifs à 400 TWh avec Flamanville. C'est pour quand? Et du coup, de manière plus globale, c'est quoi la capacité d'EDF à injecter là-dedans? Qu'est-ce qui va manquer de votre point de vue, en théorie, sur le plan de financement? Si je suis bête et méchant, quelle est la capacité d'EDF à faire avec cette nouvelle perspective? Si vous êtes bons élèves, bons commerçants, bons industriels, c'est quoi votre capacité maximum, la quote-part maximum que vous êtes en capacité de soutenir? Et les premières discussions, les premiers tours de table, ils font atterrir sur quel type de plan de financement, avec qui et surtout à quelle hauteur? Parce que je me mets à la place de ceux qui sont toujours un peu dubitatifs sur le prix de sortie, qui est l'exemple de Flamanville, pour essayer de fixer un coût d'objectif d'investissement global. Est-ce que vous êtes plutôt rassuré ou pas? Et puis, vous avez évoqué lors de vos propos la nécessité de passer à une cadence industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire en termes RH chez vous, en termes de réorganisation, en termes de compétences dans la boutique aujourd'hui et des perspectives de recrutement et de construction d'un bloc RH solide pour faire face à ce mur d'investissement? Bref, voilà en quelques secondes ce qu'on pouvait évoquer pour éviter d'être redondant. Quelques secondes, 3 minutes. Et Monsieur le Président, votre réponse. Merci beaucoup, Monsieur le député. Tous les sujets que vous avez évoqués sont vitaux et je ne suis pas sûr de pouvoir les synthétiser en 2 minutes, mais je vais faire de mon mieux. Les 400 TWh, notre objectif, c'est de les atteindre en 2030 sur la base d'une amélioration continue de la production et du productible nucléaire qui inclut évidemment Flamanville, mais qui inclut également l'augmentation de puissance du parc existant. C'est un objectif exigeant. Le parc n'a jamais produit durablement beaucoup plus de 400 TWh. Et évidemment, entre-temps, il aura pris 2 ou 3 décennies. Donc c'est un objectif exigeant, mais nous le prenons. Notre capacité de financement, ce que nous devons financer, c'est de l'ordre de 25 milliards d'euros d'investissement par an. Et donc sans se surendetter, ça suppose évidemment que nous dégagions des résultats qui sont supérieurs significativement à ça. Et donc voilà, quand nous annoncerons les résultats d'EDF année après année et que ces résultats commenceront par un 3, il ne faudra pas qu'on se dise EDF gagne trop d'argent. Non, c'est juste ce qu'il nous faut pour ne pas nous surendetter, pour faire face aux investissements auxquels nous sommes appelés. Dans ces investissements, il n'y a pas que le nucléaire. Il y a évidemment, on commence par le réseau. Le réseau de distribution, il a besoin de l'ordre de 5 milliards d'euros d'investissement par an. Le nucléaire existant, le grand carénage, représente lui aussi de l'ordre de 5 milliards d'euros d'investissement par an. Donc sans avoir commencé à construire quelque chose de neuf, on est déjà à 10 milliards d'euros d'investissement par an. Et ensuite, si je rajoute le nouveau nucléaire, évidemment, je dépasse assez vite les 20 milliards d'euros par an dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est à cela que nous sommes appelés. Si nous tenons nos objectifs opérationnels, c'est soutenable. Mais ça nécessite aussi, plus d'ailleurs pour des raisons de disponibilité du monde financier à accepter un volume de dette important sur EDF, que pour des raisons de soutenabilité économique, ça nécessite évidemment de répondre à un défaut de marché, finalement, de profondeur des marchés financiers pour soutenir l'ensemble de ces investissements à la fois. C'est sur ce point-là que nous allons travailler sur le dispositif dont nous avons besoin avec le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donc passer aux questions individuelles. Vous connaissez le principe, je prends toutes les questions individuelles. À ce stade, j'ai noté Monsieur Stéphane Travert, Monsieur Lionel Tivoli, Laurent Alexandre, Francis Dubois, Thierry Benoît, Max Mathiazin, René Pilato, Jean-Pierre Vigier, Maxime Lenné, Jean-Luc Bourgeot, Mathias Tavel. Si j'ai fait des oublis, levez la main. Et nous commençons tout de suite avec Stéphane Travert. C'est à vous. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'EDF, EDF prévoit la construction de nouvelles piscines de stockage et d'entreposage sous eau de combustible sur le site de La Hague. Ce centre est bien évidemment nécessaire et se situe sur la partie ouest du site occupé aujourd'hui par Orano. Ce projet, il s'inscrit dans une logique de cohérence
industrielle et le combustible fera l'objet d'un traitement ultérieur. D'ailleurs, 2500 tonnes de combustible sont déjà présents sur le site de La Hague, ce qui, avec ce nouveau site d'entreposage, évitera de multiples transports. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui de la concertation et le calendrier de départ sur la construction de ce nouveau site d'entreposage sera-t-il tenu? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lionel Tivoli. Je prends le relais. Madame Engrand. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, Monsieur Raymond, il y a quelques semaines, après d'âpres discussions avec les institutions européennes sur l'après-ARENH, puis avec vous sur le tarif à appliquer, le gouvernement nous annonçait avoir accouché d'un petit nouveau, les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels à un prix fixé autour de 70 €, mais sans davantage de précision. J'aimerais que vous nous éclairiez sur les modalités exactes de cette redistribution. Par exemple, on sait déjà que pour une électricité comprise entre 80 et 110 € le mégawattheure, l'État vous concède 50% de l'excédent réalisé et au-delà seulement 10%, le reste étant redistribué aux consommateurs. L'on ne sait pas en revanche si réciprocité existe. Est-ce qu'il est par exemple envisagé que l'État ne rembourse à EDF que 50% de la différence du prix constaté lorsque le coût de l'électricité s'élève à 60 €, afin de faire bénéficier conjoncturellement les Français d'un prix qui serait le plus proche possible des coûts de production, bien sûr sans obérer vos capacités d'investissement sur la durée. Alors, on a pu aussi constater que la redistribution ne s'effectuerait qu'annuellement sur la base des évolutions. Si tel est le cas, cela me semble profondément injuste pour le consommateur. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Alexandre. Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, à l'occasion de l'audition qui précédait votre nomination à la tête d'EDF, vous aviez refusé de répondre à la question que vous posait notamment mon collègue Mathias Tavel quant à votre rémunération que vous disiez ne pas connaître. Or, parce que nous sommes très attachés au droit du travail, il nous semble que connaître sa fiche de paie est un préalable qui n'est pas de trop pour tout salarié. J'espère donc que depuis cette audition, on vous a transmis cette information et par conséquent, je réitère la question demeurée sans réponse il y a un an. Êtes-vous en mesure de nous indiquer l'ensemble des rémunérations fixes et variables que vous percevez au titre de votre fonction de PDG d'EDF? En effet, EDF étant depuis maintenant près de 80 ans un de nos plus grands fleurons publics, dont vous avez de plus pris la tête à un moment charnière, il me semble opportun que votre rémunération soit connue de la représentation nationale et encore plus de nos concitoyens. Je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup. Monsieur Francis Dubois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique à laquelle j'ai participé et présidée par mon collègue LR Raphaël Schenberger a confirmé que l'hydroélectricité française était dans l'impasse après 20 ans d'immobilisme de l'État français. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs français, dont EDF, opèrent sous le régime des concessions non renouvelées, si bien que plus qu'aucun investissement n'est possible. Pourtant, ce secteur représente 20% de la puissance hydroélectrique totale française et la quasi-totalité du stockage électrique, ce qui en fait la deuxième source de production derrière le nucléaire. Pour sortir de cette impasse et que nos barrages, parfaitement maîtrisés par vos équipes à 80%, soient ainsi protégés, deux solutions sont envisageables, la quasi-régie ou le régime d'autorisation. L'été dernier, devant cette commission, vous souteniez que pour permettre la reprise des investissements sur les sites hydroélectriques, le basculement des régimes des concessions et un régime d'autorisation était souhaitable. Quels sont les intérêts de privilégier ce régime d'autorisation ? Quel est l'état d'avancement de vos discussions avec le gouvernement sur ce point ? Quelles sont les perspectives et les capacités d'EDF pour relancer les investissements, et notamment les STEP sur la vallée de la Dordogne en Corrèze, et sous quel calendrier? Merci. Monsieur Charles Rodwell. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Vous nous avez détaillé les accords entre l'État et EDF pour couvrir sur le moyen et sur le long terme les factures des grands industriels électro-intensifs. Pouvez-vous nous détailler les pistes de travail que votre équipe et vous avez menées pour couvrir également sur le moyen et sur le long terme les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire dans le cadre de tels contrats? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'EDF, je voudrais vous interroger sur une question très pratique qui concerne nos concitoyens qui réalisent des travaux d'isolation, des travaux d'installation d'équipements de chauffage et qui, par ces travaux, sont éligibles aux primes énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Nous sommes régulièrement sollicités dans nos permanences parlementaires par des concitoyens qui sont dans l'attente de primes
énergie versée par EDF d'un montant de 2 000, ça peut aller parfois jusqu'à 5 000 euros. Et il y a de vraies difficultés en termes de complexité et en termes de délai de versement. Et pour un particulier qui s'engage dans des travaux de rénovation, lorsqu'il est éligible à ce type de dispositif, eh bien 2 000, 3 000 ou 5 000 euros d'aide, c'est quelque chose de précieux. Et donc, je vous interpelle pour savoir, Monsieur le Président d'EDF, quelles mesures vous comptez mettre en œuvre pour fluidifier, simplifier et accélérer le versement de ces primes. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Max Mathiezin. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, les collectivités, départements, territoires d'outre-mer sont classés en zone non interconnectée. Il y a quelques mois, lors de l'examen de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, il a été question, bien sûr, de mettre fin autant que possible, de remplacer par des énergies renouvelables l'énergie fossile, c'est-à-dire le diesel, le charbon et le fioul. Comment EDF compte s'impliquer pour que, par exemple, nous passions de 65% d'énergie fossile pour ce qui est de la production d'électricité en Guadeloupe à ce que nous pourrions appeler les énergies renouvelables. Et par ailleurs, que pensez-vous du développement des fermes, par exemple, agrivoltaïques présentées par bien des opérateurs aujourd'hui sur les territoires? Merci beaucoup. Monsieur Sébastien Jumel, pour une relance. C'est tout. Je suis chargé par mon président de groupe, André Chassaigne, de vous poser une question sur le projet de barrage de Loyette qui est porté par la Compagnie nationale du Rhône, mais il est intéressé pour savoir quelle est l'opinion d'EDF sur ce projet et surtout quelle est la compatibilité de ce projet avec la construction prévue de l'EPR2 à Bugey. Y a-t-il des articulations possibles, des contradictions envisagées? Voilà la question du président Chassaigne. La deuxième, qui est la mienne, comme député de Dieppe-Panly, quand il y a des investissements massifs comme ceux que connaît la Normandie, est-ce que ça vous semble pertinent d'envisager des contreparties d'aménagement du territoire en matière d'électrification des usages? Quand l'effort d'une région en matière de production énergétique est à ce niveau, est-ce que c'est déconnant d'envisager l'électrification des lignes SNCF, par exemple? Merci beaucoup. Monsieur René Pilato. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, directeur général d'EDF, Monsieur Raymond, vous annoncez un besoin d'investissement de 25 milliards. Combien sont prévus pour le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables? Deuxièmement, l'association Négawatt pointe un risque de mur électrique d'ici à 2030-2035. La prévision pour les EPR, c'est au mieux 2037. La question est simple. Dans le cadre de la souveraineté de la France au niveau énergétique, que prévoyez-vous pour sécuriser l'approvisionnement de notre pays si les EPR ne sont pas prêts à temps? Merci. Merci. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, directeur général, l'hydroélectricité fait partie des potentiels, et vous le savez, qui ne sont pas complètement exploités dans notre pays. Son développement est nécessaire à l'heure où l'ensemble des modes de production renouvelables doivent être mobilisés pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière d'énergie renouvelable. Et vous le savez, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire et de développement d'économie locale. En effet, les installations hydroélectriques génèrent des recettes fiscales et des emplois, induisant un ancrage local des populations, notamment en montagne. La majorité du potentiel de développement de la filière concerne des projets de petite hydroélectricité dont la production est un réel atout. Aussi, comment l'entreprise EDF compte-t-elle accompagner cette filière tout en respectant, bien sûr, la continuité écologique des cours d'eau? Je vous remercie. Merci, Monsieur Hervé Despinot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'EDF, une question poil à gratter. La présidente de la CRE annonçait en septembre dernier une hausse des tarifs réglementés de l'électricité de l'ordre de 10 à 20% début 2024. Une hausse qui vient s'ajouter aux hausses vertigineuses des années 2022-2023. C'est la hausse infinie du prix de l'électricité pour le consommateur.
C'est l'échec de la renégociation du marché européen de l'électricité. C'est une perte de compétitivité pour l'économie française au profit de l'Allemagne qui a encore une fois tiré son épingle du jeu. Monsieur le Président, vous avez mis sur la table du gouvernement votre démission si l'État venait à réguler le prix de l'électricité à la baisse. Pour le consommateur, vous apparaissez donc davantage comme une composante du problème qu'une part de la solution. Quels sont vos arguments pour contredire cette impression? Merci. Monsieur Maxime Lenné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Raymond, bonjour. Deux questions. La première sur le SMR New World, qui, avec tout le respect que j'ai, évidemment, pour les équipes d'EDF qui travaillent sur ces projets, constitue à mon sens plutôt un miroir aux alouettes, mais est-ce que vous pouvez nous renseigner sur le calendrier de développement de ce petit réacteur modulaire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment espérer remplacer d'autres formes d'énergie par ce type de production nucléaire, et est-ce que vous confirmez que c'est pour mettre dans des grands sites industriels, c'est-à-dire des sites Céveso, et est-ce que vous avez un endroit déjà privilégié pour l'installer? Deuxième question, c'est sur les EPR2. Visiblement, M. Macron a déjà décidé de faire les 8 de plus que les 6 qui sont engagés. Est-ce que vous vous sentez prêt à relever le défi? Où est-ce qu'on les mettrait? Est-ce qu'on les mettrait près des fleuves comme celui du Bugey, pour lequel on va être obligé de construire un nouveau barrage à Saint-Romain-de-Jalionas, si j'ai bien compris? Voilà, merci pour vos réponses. Merci. Nous avons M. Jean-Luc Borgeaud. Excusez-moi. Oui, Monsieur le Président directeur général, comme l'a fait mon collègue Thierry Benoît, je voudrais aborder avec vous les dysfonctionnements qui peuvent arriver dans les demandes de primes d'énergie d'EDF pour l'installation de pompes à chaleur. Sur ma circonscription, j'ai un dossier qui n'est toujours pas soldé malgré toutes les preuves d'une procédure bien respectée. Vous serait-il possible de demander à vos équipes d'avoir un regard bienveillant sur ces dossiers? Bien souvent, ces personnes ont des revenus très faibles. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Raymond, première chose, il n'y a aucun lien entre le fait d'échanger de l'électricité avec nos voisins et le fait que les règles du marché de l'électricité soient libéralisées, et vous le savez très bien. Donc ne prenez pas la représentation nationale pour des imbéciles, même si la tentation est grande compte tenu des décisions passées qui ont été prises sur l'électricité. Ma question, c'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Il y a, sur le prix de l'électricité, il y a bien une dérive des coûts, puisqu'on voit que depuis les années 2010, on part sur des bases selon les méthodes de comptabilité, entre 30 et 50 euros, et que maintenant, on est entre 50 et 70. Et que dans ce rapport de la Cour des comptes, il est dit que la CRE et la Commission des comptes prennent toujours l'estimation basse, donc 50, et qu'aujourd'hui, la CRE prend l'estimation haute, 70. Donc je répète ma question. Les 5 milliards d'investissements n'expliquent pas la dérive des coûts. Donc en tant que gestionnaire, mandataire social, comment expliquez-vous cette dérive des coûts que paient systématiquement le contribuable et les entreprises? Monsieur Tavel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le PDG d'EDF, le député de Loire-Atlantique que je suis est intéressé par deux questions particulières, l'une à laquelle vous vous attendez sans doute, qui est la confirmation de l'engagement plein et entier d'EDF dans le projet de conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais d'ici à 2027. Pouvez-vous confirmer cet engagement ou préciser les exigences, notamment de soutien financier public, que vous attendez pour le faire? La deuxième concerne le développement de l'éolien maritime. Le gouvernement a indiqué récemment sa volonté d'empêcher EDF d'emporter tous les appels d'offres, quand bien même il aurait la meilleure offre à faire. Que pensez-vous de cette discrimination anti-EDF? Avez-vous l'intention de la contester, y compris de manière judiciaire? Merci beaucoup. Monsieur Stéphane Vogetta. Merci, Monsieur le Président. J'en profite d'abord pour un rapide clin d'œil à Monsieur Jumel qui vient de m'enlever le monopole de la citation de rappeurs français au sein de la Commission des affaires économiques. Donc MC Solar succède à Booba, donc ça, je trouve ça très bien. Plus sérieusement, Monsieur Raymond, je vous pose une question en tant que député des Français de la péninsule ibérique et très impliqué auprès de nos acteurs sur les interconnexions énergétiques. À propos du projet d'interconnexion électrique souterraine et sous-marine entre la France et l'Espagne par le golfe de Gascogne, un projet qui se poursuit, un projet conçu pour améliorer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Et ma question était
Donc, quant à l'implication d'EDF dans le développement de cette infrastructure, êtes-vous impliqué directement ou indirectement dans cette infrastructure et dans les autres interconnexions énergétiques et électriques avec la péninsule ibérique? Et quelle est votre vision de l'importance stratégique de ces interconnexions pour EDF? Merci beaucoup. Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général, juste une petite question que j'avais posée, mais vous n'avez pas eu le temps d'y répondre. C'est concernant les projets d'augmentation de puissance que vous avez déposés sur le bureau de la ministre depuis déjà quelques mois. Lorsque je l'avais interrogée récemment, elle m'avait dit normalement avant la fin de l'année. Nous y sommes. Alors, est-ce qu'on aura la chance d'avoir un cadeau de Noël avec une signature au pied de la page pour que vous puissiez engager des investissements? C'est déjà arrivé puisqu'on avait eu ça, je me rappelle, 21 décembre 2010 pour Romanche-Gavet. Merci, Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, je suis heureux que Laurent Alexandre ait repris la question que je vous avais posée lors de votre audition en vue de votre nomination sur votre rémunération. Merci de ce relais. On va avoir enfin la réponse. Moi, je voudrais vous interroger sur l'agrivoltaïsme. Je suis l'auteur de l'amendement qui a demandé un décret. Or, aujourd'hui, ce décret, j'écouterai votre réponse a posteriori, puisque j'ai rendez-vous avec des membres du gouvernement, justement, pour parler de ce sujet très, très délicat. Nous nous apprêtons à faire un recours tant les dispositions actuelles sont contraires à l'esprit de ce que nous avions défendu en matière d'équilibre entre la souveraineté alimentaire, la protection du droit du sol et la production énergétique. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Et moi, j'attendais que EDF... J'attends que EDF, parce qu'on aime cette maison profondément, soit exemplaire et ne se comporte pas comme des marchands de soleil et puisse déployer des modèles d'économie sociale et territoriale respectueux de l'agroécologie, respectueux de la politique d'installation des agriculteurs et de ce qu'on va faire dans la PLOA. Donc vous devez montrer l'exemple avec d'autres, mais vous devez être les premiers. Actuellement, on ne le voit pas assez sur le terrain. Merci. Madame Anne Lambla. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général, je souhaite attirer votre attention sur le site de production nucléaire de Chinon, qui, depuis 60 ans, fournit de l'électricité pour le territoire. C'est important pour économiquement un territoire. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs locaux ont notamment participé et ont souhaité participer au label Territoire d'industrie qu'ils ont porté avec EDF et un certain nombre d'associations des entreprises prestataires. Pour autant, le dossier a été rejeté. Donc il est vrai qu'il y a aujourd'hui une forte incompréhension, une très forte déception. Et donc, dans le cadre de l'implantation de ces nouveaux EPR, Chinon apportant quand même un certain nombre de garanties et d'intérêts, je souhaitais connaître votre état d'esprit, l'état d'avancée de ces travaux dans la perspective de cette implantation locale. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un que j'ai oublié dans les questions individuelles? Allez-y, Monsieur Falcon. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le PDG d'EDF, c'est une question de ma collègue Hélène Laporte. En avril dernier, après un hiver qui a mis à rude épreuve le système de production électrique français, la ministre de la Transition énergétique a demandé à EDF de mettre à l'étude l'augmentation de puissance ou uprate du parc nucléaire. En effet, dans la plupart des pays disposant de réacteurs nucléaires, ceux-ci sont exploités à une puissance supérieure à celle prévue lors de leur conception. C'est notamment le cas en Suède, où des gains de puissance allant jusqu'à 25% ont pu être réalisés sur des réacteurs identiques aux nôtres. En France, l'idée d'une surcapacité de notre parc, puis la politique de réduction de la production nucléaire nous ont fait prendre un retard hautement dommageable. Après la fermeture irresponsable de 10,7 gigawatts de production pilotable depuis 2013, un uprate de l'ensemble de nos réacteurs, s'il n'effacerait pas les erreurs passées, permettrait un regain significatif de capacité. Aussi, nous aimerions aujourd'hui vous demander où en sont les études sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'autres questions et donc je vous propose, Monsieur le Président, de couvrir ces réponses. Une quinzaine de minutes si c'est possible. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames et Messieurs les députés. Je vais essayer de répondre de la façon la plus précise possible, tout en respectant le temps indiqué par le Président.
Monsieur le député Travers, sur la piscine, donc la phase de consultation du public a été réalisée. Nous avons eu un certain nombre de retours dans le cadre de cette consultation du public, notamment sur les conditions d'intégration du chantier, qui est évidemment un élément absolument clé. Donc nous travaillons sur ces retours à ce stade. Je pense que les conditions du projet commencent maintenant à s'affermir, clairement. Et donc, moi, mon objectif, c'est que dès l'année prochaine, on enclenche une phase plus opérationnelle du projet, dans le respect évidemment de l'ensemble des procédures qui doivent être accomplies. Il y a une demande d'autorisation de création qui doit être formulée, il y a l'ensemble des étapes qu'il faut respecter, mais le but c'est que nous arrivions maintenant à une phase plus opérationnelle de ce projet, dans le respect évidemment de l'intégration de ce projet dans le territoire. Voilà pour la piscine. Madame Engrand, pardon, il n'y a pas de demande, de contrat d'écart compensatoire. Ce que nous sommes arrivés à déterminer avec le gouvernement, c'est un mécanisme dans lequel le commerce de long terme permet de faire atterrir les prix, et ensuite il y a des seuils au-delà desquels les revenus d'EDF sont captés pour permettre une redistribution à l'ensemble des consommateurs d'électricité et pour les protéger d'une éventuelle hausse des prix. Monsieur Alexandre, j'ai le plaisir de vous donner la rémunération que je connais désormais, parce que je ne la connaissais pas la dernière fois. Effectivement, voilà. Donc elle est de 450 000 € brut. Voilà. C'est ma rémunération fixe. Je n'ai qu'une rémunération fixe. Voilà. Ensuite, monsieur Dubois, sur l'hydroélectricité. Ah pardon, excusez-moi. Sur l'hydroélectricité. Donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant votre commission déjà. Il est clair que nous devons, là aussi, réinventer le régime de l'hydroélectricité parce qu'il est bloqué. Il est bloqué depuis longtemps. C'est le statut même des concessions qui bloque les investissements. Donc il nous faut trouver quelque chose qui permette de relancer l'investissement, pour des raisons qui sont à la fois hydroélectriques et de gestion de la ressource en eau. Elles sont électriques parce que l'hydroélectricité est la meilleure ressource commandable, et nous avons besoin de davantage de ressources commandables électriques pour compenser l'augmentation des ressources intermittentes qui sont raccordées au réseau chaque année. Le nucléaire y contribue aussi, mais l'hydroélectricité est la meilleure pour ce profil. Et le deuxième élément, c'est que, changement climatique faisant, il y a de plus en plus de régions de France qui se préoccupent à juste titre de la gestion durable de la ressource en eau, à laquelle contribue évidemment une gestion intelligente, durable et multi-usage des retenues d'eau. Donc pour cela, il nous faut aller vers un nouveau dispositif. Le régime des autorisations est celui qui est adopté par l'immense majorité des pays européens, qui ne sont pas bloqués dans leurs investissements du fait d'avoir choisi ce régime des autorisations. Et donc notre proposition, c'est de basculer l'ensemble de l'hydroélectricité française, en tout cas pour tous les opérateurs qui le souhaiteront, vers ce régime d'autorisation. Nous avons énormément travaillé sur les conditions juridiques de cette bascule, qui nous paraissent tout à fait robustes. Et nous sommes maintenant dans une phase dans laquelle ce travail, totalement partagé bien sûr avec le gouvernement et les administrations, doit aller vers une phase de décision. Et donc c'est ce que nous proposons et ce que nous espérons pour les mois qui viennent. Sur les aides et les factures, je vous remercie de m'interpeller sur les factures, prime énergie, et je vais regarder ça avec mes équipes rapidement. Bon, je sais qu'à chaque fois qu'on a un dispositif d'aide comme ça, ça engendre en réalité, ça je pense qu'il faut que la représentation nationale en soit consciente, une charge administrative énorme et une complexité très importante. Et plus on rajoute des éléments de détermination, contrôle, etc., plus on crée une charge administrative qui est très très difficile à absorber. Donc merci de m'avoir interpellé. Je vous reviendrai en ayant fait le point précis avec mes équipes sur ce sujet. Pardon, j'ai oublié monsieur le député Rodwell, oui. Bon, évidemment, nous travaillons, monsieur le député, nous travaillons maintenant de façon très opérationnelle. Maintenant que nous avons ce cadre qui est fixé avec le gouvernement, nous avons les moyens maintenant de travailler de façon très opérationnelle, et ça va prendre beaucoup d'ampleur à partir du mois de janvier, avec l'ensemble des PME et des ETI, sur des propositions opérationnelles que nos concurrents pourront aussi répliquer, pour leur fournir des conditions
qui permettent d'atteindre cette stabilité de long terme. Et c'est vraiment ça qui est l'élément le plus déterminant. On a bien conscience qu'il y a des situations particulières. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour traiter les cas précis, individuels. Mais le plus important, c'est d'arriver à un phénomène de masse sur l'ensemble du marché électrique en le tirant vers le long terme. Et pour ça, nous aurons des propositions opérationnelles à faire aux PME, EZTI et à l'ensemble des entreprises dès le mois de janvier. Monsieur le député Benoît, je crois que j'ai répondu. Monsieur Mathiazin, alors, c'est évidemment un objectif pour EDF que de permettre à l'ensemble des territoires ultramarins d'aller vers le 100% renouvelable. Et à ce titre, d'ailleurs, les territoires ultramarins vont être en avance sur la métropole. Donc, c'est évidemment c'est un défi que d'y arriver. Nous avons des solutions technologiques pour ça. Certaines sont déjà en cours de déploiement. J'ai le plaisir de vous dire que La Réunion sera le premier territoire ultramarin à être 100% renouvelable grâce au passage au bioliquide de la centrale thermique qui opère déjà. La Guyane sera le deuxième grâce à la centrale du Larivot, qui est en cours de construction désormais. Et donc progressivement, avec un programme qui doit être défini territoire par territoire, nous allons arriver à aller vers le 100% renouvelable, grâce notamment, parce qu'il faut garder de la capacité commandable, et donc la seule capacité commandable que nous puissions mettre dans les territoires ultramarins est du thermique décarboné. Et donc grâce notamment au bioliquide. Et donc nous créons dans ces territoires, grâce à ces territoires, nous créons une filière de bioliquide qui répond évidemment à tous les critères de durabilité qui sont souhaités par le groupe EDF. Sur l'agrivoltaïsme, vous avez été plusieurs à m'interpeller sur l'agrivoltaïsme. Nous souhaitons évidemment étudier l'agrivoltaïsme en tant qu'opérateur responsable. Et donc nous avons aujourd'hui essentiellement de la R&D qui nous permet d'avoir des tests à la fois sur nos propres sites et puis sur des sites agricoles dans lesquels nous allons observer pendant plusieurs années l'effet de l'agrivoltaïsme sur le plan électrique bien sûr, mais surtout sur le plan agricole pour voir s'il y a des effets néfastes ou bénéfiques sur les récoltes, sur la soutenabilité de l'activité. Et donc, nous avons actuellement des parcelles en test, avec une parcelle témoin et une parcelle qui est équipée d'agrivoltaïsme à côté de Bordeaux, qui va nous permettre de voir si les mêmes raisins, les mêmes conditions d'ensoleillement, avec d'un côté, évidemment, des panneaux solaires qui ne captent pas la totalité de la lumière, et de l'autre, une parcelle qui est totalement vierge de toute couverture, de voir ce que ça donne sur plusieurs années. On ne peut pas juger ça sur une seule année. Et on a les mêmes exercices sur nos propres parcelles de R&D pour pouvoir déterminer de façon vraiment scientifique ce qu'il est possible d'attendre. Et une fois qu'on aura des éléments probants en la matière, naturellement, nous les partagerons. Et je pense que ça nous permettra d'aborder ce sujet de façon durable. En attendant, il est clair qu'en matière de photovoltaïque, il y a tellement à faire sur les zones artificialisées que il nous semble que nous focaliser sur les zones artificialisées est sans doute le chemin le plus pragmatique pour aller chercher de la puissance complémentaire. Et dans tous les territoires, il y a beaucoup de surfaces artificialisées disponibles à cette fin. Monsieur le député Jumel, sur le projet de la CNR, c'est le projet de la CNR par définition, il fait partie de son contrat de concession. Naturellement, il y a des questions de coordination avec le projet du budget. Nous sommes en contact avec la CNR pour en discuter, pour vérifier que la coordination des deux projets n'a pas d'impact négatif sur l'un ou sur l'autre. Il y a du travail devant nous, donc je ne peux pas vous donner en détail ce qu'il en ressortira, mais en tout cas, nous sommes en contact avec les équipes de la CNR pour déterminer quel est le calendrier adapté de l'un et de l'autre. Contrepartie en faveur de l'électrification des usages, par définition, et je crois que vous le savez, pour nous, un projet d'équipement, de production électrique dans un territoire, c'est un projet de territoire. Donc, il est clair qu'il nous faut travailler, alors en tant qu'EDF, parce que les capacités d'EDF ne sont pas illimitées et surtout ses responsabilités sont définies, pour faire en sorte que l'ancrage dans le territoire de ce projet soit le meilleur possible. Mais je sais que les services de l'État, le préfet, notamment dans le cas de la région d'où vous venez, sont totalement mobilisés pour faire du projet de Panly en l'occurrence, mais de tout projet de même nature, un succès pour le territoire. Et c'est bien dans cet état d'esprit que EDF travaillera. Monsieur...
Monsieur le député Pineau, évidemment, la sécurité d'approvisionnement, c'est notre principale préoccupation et nous y travaillons et nous travaillons dans cette perspective. L'horizon 2030, c'est celui auquel nous pouvons compter sur une accélération du renouvelable décentralisé, dont je pense qu'on sous-estime l'accélération aujourd'hui. Ce qu'on appelle le renouvelable décentralisé, c'est notamment le solaire photovoltaïque sur toiture, qui va faire x2 d'une année sur l'autre. Donc c'est un élément très important d'une augmentation de production renouvelable, certes de pic, certes intermittente, mais néanmoins d'une capacité de production électrique qui sera disponible en masse à l'horizon 2030. Tout ce que nous pourrons faire d'ici là pour augmenter la puissance du parc, c'est un horizon 2030 aussi, notamment sur les réacteurs de 900 MW qui ne nécessitent pas de faire autre chose que de toucher le réseau secondaire. J'y reviendrai tout à l'heure sur la question d'augmentation de puissance. Donc nous avons des leviers sur le renforcement de la sécurité d'approvisionnement d'ici 2030 et naturellement, nous allons aller les chercher. Il ne faut jamais oublier le levier du côté de la consommation et c'est pour ça que vous entendrez toujours EDF parler de sobriété et d'efficacité énergétique comme un des leviers principaux, parce que dans notre pays comme ailleurs, la quantité d'électricité ou la quantité d'énergie, plus simplement, qui est utilisée alors qu'elle pourrait être sauvée d'une certaine manière, reste extrêmement importante. Ça fait partie des éléments de notre sécurité énergétique. Monsieur le député Vigier, merci pour votre question sur l'hydroélectricité. Le potentiel est important. Sur l'hydroélectricité, il commence par les barrages existants. Sur les barrages existants, nous avons la capacité de faire plus sur les barrages existants. Ça suppose principalement que nous ayons dépassé le blocage juridique dans lequel nous sommes. À partir du moment où nous l'aurions dépassé, nous serons en mesure de relancer une politique qui peut aller de la petite hydro à la grande hydroélectricité et qui concourra à la sécurité d'approvisionnement et également aux capacités d'équilibrage du réseau dont nous avons impérativement besoin. Monsieur le député Lépinot, je vous remercie de me qualifier d'un défenseur, d'un opposant consommateur. Je ne pense pas que ce soit ce qui définit la mission d'EDF. EDF est là pour assurer, ou la perception, pardon. Dans ce cas-là, c'est moi qui ai mal compris. La mission d'EDF, c'est d'apporter de l'électricité compétitive à nos concitoyens aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Donc, si nous le faisions aujourd'hui dans des conditions qui sont insoutenables sur le plan économique, demain, nous ne serions pas en mesure d'accomplir notre mission. Et donc, c'est une tâche difficile que de dire, voilà, aujourd'hui, il nous faut avoir un niveau de prix de l'électricité qui soit soutenable pour tout le monde. Mais c'est quand même notre responsabilité que d'être capable de dire, il nous faut être capable d'investir les fameux 25 milliards d'euros par an pour faire en sorte qu'en 2030, 2035, 2040, 2045, nos concitoyens puissent continuer de bénéficier de suffisamment d'électricité et dans des conditions compétitives dans le temps. Et c'est bien comme ça que nous concevons notre mission. Donc oui, à très court terme, peut-être que de temps en temps, ça peut paraître difficile de dire on aimerait que ce soit moins cher. Oui, c'est possible. Mais il vaut mieux que ce soit soutenable aujourd'hui et demain plutôt que de passer par des moments dans lesquels nous traversons une vraie crise d'approvisionnement. Monsieur Lenné, merci pour votre question sur les SMR. Donc, les SMR sont un type de réacteurs qui seront nécessaires à l'échelle internationale, probablement d'abord à l'échelle internationale par rapport aux besoins français, mais avec un véritable potentiel permettant de répondre à des besoins, même en France, sur des besoins spécifiques, soit dans des situations de péninsule énergétique, nous en avons même en France, soit dans des situations de besoins industriels spécifiques qui peuvent émerger en France ou qui peuvent exister en France. Nous avons un projet qui est le projet New World, dont le but est d'être prêt à construire en 2030, et qui est en phase de définition préliminaire pour l'instant. C'est un projet qui repose sur des technologies que nous connaissons, puisque c'est un réacteur à eau pressurisée selon la même technologie que celle des gros réacteurs, et nous sommes en train de le développer avec, je dois dire, un niveau de collaboration européenne qui est tout à fait exemplaire, puisque l'objectif, c'est d'avoir ce réacteur disponible, pas juste pour la France, mais pour d'autres marchés. Et nous avons une collaboration européenne tout à fait exemplaire, y compris entre les autorités de sûreté d'un certain nombre de pays, qui approchent
la définition de ce réacteur dans le cadre de groupes de travail communs. Monsieur le député Borgeaud, merci pour votre interpellation sur les primes énergie à la pompe à chaleur. Je vous reviendrai comme indiqué précédemment. Monsieur le député Tanguy, merci de m'interpeller sur le rapport de la Cour des comptes et sur les références de coûts que vous avez évoqués. Une entreprise, elle n'est pas pilotée par ses coûts comptables. Quand vous prenez un appareil industriel qui est amorti parce qu'il a été construit il y a 30 ans, si vous considérez que vous devez vendre au coût comptable d'un appareil industriel amorti il y a 30 ans, vous ne générez pas les revenus qui permettent de régénérer cet appareil industriel. Et donc, il n'y a pas d'inflation des coûts en tant que tel. Il y a simplement la nécessité pour EDF d'avoir une économie qui est fondée sur la pérennité de son activité. Donc, naturellement, EDF doit travailler sur ses coûts pour qu'ils soient compétitifs. Et c'est mon engagement et c'est ma responsabilité que de le faire. Mais on ne peut pas non plus comparer des coûts comptables qui simplement sont issus de l'amortissement d'une valeur qui a été définie dans les années 80 pour déterminer à quel coût de moyen terme ou à quel coût économique on doit définir l'électricité pour aujourd'hui. Et donc c'est bien cet équilibre-là qu'il faut trouver. Monsieur le député Tavel, merci de votre question sur Cordemais. Donc nous avons aujourd'hui l'engagement d'opérer Cordemais jusqu'en 2027 avec 20% de bois de pellet, ce qui est compatible avec la technologie qui est présente, la technologie de chauffe qui est présente sur la centrale de Cordemais. Nous avons des études, du travail en cours sur la période 2027-2030 qui nécessite là aussi des questions de faisabilité technique et économique, et évidemment des discussions sur la façon dont nous approvisionnerons les pellets sur cette période-là. Sur le plus long terme, il y a également du travail économique qui est nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles la centrale de Cordemais pourrait opérer au-delà de 2030. En tout état de cause, le site de Cordemais est absolument stratégique pour EDF, pour de la production, c'est clair, et donc nous aurons l'ensemble des études qui vont se poursuivre avec le but d'arriver à des conclusions dans les mois ou dans l'année qui vient, et également des travaux sur les différents moyens de production qui sont potentiellement déployables à Cordemais, en dehors ou en plus de l'activité qui est en place aujourd'hui. Je passe à la question de M. Vogetta. EDF n'est pas impliqué sur les travaux d'interconnexion entre la France et l'Espagne. C'est le travail du RTE. Et donc, naturellement, nous suivons avec intérêt ces développements, parce que les interconnexions, en général, permettent de renforcer la résilience du réseau électrique européen et donc la faculté de nous échanger physiquement de l'électricité à des moments où soit l'Espagne, soit la France en aurait besoin. L'Espagne est un territoire qui a de plus en plus d'intermittence, puisqu'ils vont progressivement fermer leurs centrales nucléaires et ils ont une production renouvelable très importante. Et donc, évidemment, l'interconnexion pour l'Espagne est un projet important. Madame Battistel, les projets d'augmentation de puissance, je pense que vous faisiez référence à Vouglan, probablement, et d'autres. Écoutez, on est en phase avancée sur tous ces projets. Moi, je souhaite qu'ils aillent le plus vite possible, c'est clair. Et donc, j'ai bon espoir qu'on avance. Je ne sais pas vous dire si c'est d'ici la fin de l'année ou non, parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui voilà, faisons confiance à la ministre. Voilà, en tout cas, ces quelques projets sont les seuls qu'on arrive à sortir indépendamment du blocage juridique auquel on est confronté, donc ils sont vraiment très importants. J'espère qu'on arrivera à dépasser le blocage juridique pour qu'on puisse en faire émerger d'autres, et le potentiel est important dans notre pays. Monsieur Potier, sur l'agrivoltaïsme, je crois que j'ai répondu. Donc notre souci à nous, c'est d'arriver à définir de façon scientifique quelles sont les bonnes conditions d'un agrivoltaïsme raisonné qui serait bon d'un point de vue agricole. Il peut y avoir des cas dans lesquels ça l'est, mais nous travaillons avec des spécialistes, ce qui n'est pas le cas d'EDF. Nous ne sommes pas un institut de recherche agronomique. Donc nous travaillons avec des instituts de recherche agronomique pour en déterminer les conditions. Madame Blin, merci beaucoup pour votre question sur la centrale de
Chinon et sur le bassin d'emploi de Chinon. Je comptais m'y rendre au mois de novembre. Malheureusement, nous avions beaucoup de discussions en cours et donc je n'ai pas pu m'y rendre. Mais c'est reprogrammé dès le mois de février, je crois. Voilà. Je n'ai pas la date en tête, mais en tout cas, j'ai prévu de m'y rendre. Il est clair que pour nous, c'est un des territoires importants avec du potentiel, du savoir-faire. On y a évidemment, je vais raisonner sur la région au sens plus large, hein. On y a beaucoup de savoir-faire, on y a une partie de notre ingénierie aussi, et puis évidemment des opérations nucléaires. Donc ça fait partie des territoires que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter depuis ma prise de fonction, mais c'est programmé et naturellement, nous avons un objectif de développement sur ce territoire. Monsieur Falcon, merci pour votre question sur l'augmentation de puissance. Donc on est au-delà des études. Nous souhaitons maintenant passer à la mise en œuvre sur l'augmentation de puissance, en commençant notamment par les réacteurs de 900 MW, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour les réacteurs de 900 MW, nous pouvons réaliser l'augmentation de puissance en changeant simplement le secondaire, c'est-à-dire sans implication sur le circuit primaire, et donc avec des conditions relativement simples. Et donc nous commencerons par ces réacteurs. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et si tel est le cas, j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour la qualité de vos réponses et le temps que vous nous avez consacré ce matin. Et merci à vos équipes qui étaient également présentes. Chers collègues, je vous propose une suspension de 5 minutes et nous enchaînons sur la question des entreprises.